Salut à tous, c'est Motard Geek pour le site lesimprimantes3d.fr. Après la bonne vieille X1 Carbone, la série P1, les A1 et même la H2D que j'ai pu tester, on se retrouve dans cette vidéo pour tester la dernière machine de chez Bambu Lab, la H2C, équipée de son fameux système multibuse baptisé Vortec, qui veut nous faire oublier les déchets de purge, que ce soit en multicouleur ou en multifilament. Donc cette vidéo va principalement résumer le test que j'ai déjà publié sur le blog après une centaine d'heures d'impression, sachant qu'aujourd'hui la machine approche maintenant les 200 heures d'impression. Donc forcément, j'ai quelques nouveaux prints à vous montrer, mais également des nouvelles informations à vous partager. Pour commencer, je vais vous résumer les caractéristiques techniques les plus importantes de cette H2C et je vous inviterai à aller consulter notre comparateur si vous voulez vraiment avoir tous les détails. Donc la H2C, c'est globalement un copier-coller de la H2D avec donc ce système Vortec qui vient se loger là, de ce côté-là de la machine et qui vient empiéter légèrement sur le plateau et donc réduire quelque peu le volume d'impression. Mais on est quand même sur plus de 30 cm par 30 cm avec également plus de 30 cm en hauteur. Donc on reste sur un volume d'impression généreux même s'il est légèrement inférieur à la H2D. Et donc comme je vous le disais, c'est à cause du système Vortec qui propose donc 6 buses à changement automatique et relativement rapide et également changement remplacement manuel qui se fait en quelques secondes grâce à un système magnétique. Ça je vous l'avais déjà présenté dans un short lorsque j'ai reçu la machine. C'est quelque chose qui est vraiment super simple à utiliser. Et donc ça permet d'avoir jusqu'à 6 filaments différents à utiliser dans la buse de droite. Donc de droite lorsqu'on se trouve face à la machine, donc la buse qui est de mon côté pour le coup, donc à ma gauche. Donc 6 filaments dans la buse de droite et un 7e dans la buse de gauche. Tout ça sans purge de filament. Alors attention, quand je dis sans purge de filament, c'est pour pas faire écouler le filament dans la poubelle à l'arrière de la machine pour éviter les mélanges de couleurs puisqu'on reste, chaque filament reste dans sa buse. Mais on a quand même, vous pouvez le voir ici, je vous ai gardé quelques tours de purge. Donc ça, c'est quelque chose qui est propre à l'impression multifilament et c'est un peu compliqué de s'en passer parce que sinon on a des problèmes de mélange de couleurs. Et ça, quelles que soient les machines, même celles qui ont des extrudeurs indépendants, comme la Snapmaker U1 par exemple, on a toujours des tours de purge, même si avec la H2C, Bambu Studio a intégré une nouvelle option qui permet de réduire un petit peu ces fameuses purges. Donc selon les prints, on se retrouve avec des purges qui sont plus grosses et plus lourdes que les objets. Mais bon, peu importe, on évite les tonnes de poupes, de crottes de filaments qu'on retrouve à l'arrière de la machine lorsqu'on a beaucoup de changements de filaments, que ce soit sur une machine simple buse et même sur une machine de buse comme c'est le cas sur la H2D. Donc 7 filaments, c'est sans purge, mais si comme moi vous combinez des AMS, il en faut encore plus puisque là moi du coup là j'en ai 4 et 2 AMS, ça fait 6 filaments, sachant qu'il y a un AMS qui est dédié à la buse de gauche et les 3 autres à la buse de droite pour le Vortec. Donc là on peut monter en tout avec différents AMS jusqu'à 24 couleurs, donc ça c'est quand même pas mal et c'est mieux que la concurrence en multifilament sans déchets de purge. En termes de cinématique, j'imagine que vu la tronche de la machine, vous l'aurez compris, c'est une Core XY, c'est-à-dire que la buse se déplace uniquement sur l'axe X et l'axe Y et c'est le lit qui monte et qui descend sur l'axe Z. On a une chambre chauffée jusqu'à 65 degrés, donc ça c'est pareil, c'est parmi ce qui se fait de mieux par rapport à la concurrence et ça permet donc d'imprimer des filaments techniques sans problème. Filaments techniques, on peut aller loin aussi puisqu'on a une buse qui elle chauffe jusqu'à 350 degrés et un lit à 120 degrés, donc c'est quand même assez large en termes de spectre de type de filament à pouvoir utiliser dans cette H2C. En termes de performance pure et donc de vitesse, la machine est annoncée à 1000 mm par seconde au maximum avec des accélérations de 20 000 mm par seconde carré, donc ça va très vite. Clairement, lorsqu'elle fait son homing ou qu'elle imprime, il ne faut pas aller mettre la main à l'intérieur de la machine sans savoir ce qu'elle va faire, parce que ce soit pour enlever un petit bout de filament ou quoi, parce que ça peut être dangereux. On peut vraiment se prendre un coup de tête d'impression dans les mains ou dans les bras et ça peut vraiment faire très mal. Et dernier point en termes de vitesse, c'est le débit volumétrique. On est à 40 mm3 par défaut et on peut passer sur des buses haut débit qui permettent d'encore augmenter le débit volumétrique. Donc vraiment, on est pareil. On est sur ce qui se fait de mieux. Je crois qu'à part les Delta de chez Felson, il y a peu de machines qui dépassent sur le papier les 1000 mm par seconde. Donc voilà, on est sur une machine qui est très performante. Et les deux derniers points, d'un point de vue un petit peu plus high-tech, on a différentes caméras qui permettent de surveiller l'impression, faire de la calibration et également de faire des time-lapse. Et donc surveiller l'impression, ça se fait à distance. Et cette machine, elle est donc connectée en sans fil, en Wi-Fi. On n'a pas de port RJ45 pour ceux qui auraient des problèmes de couverture ou qui seraient un petit peu réticents
au Wi-Fi. Mais bon, voilà, on est sur une machine quand même donc assez premium qui offre des performances et des fonctionnalités très avancées. Mais encore une fois, je vous invite à aller consulter tout ça, que ce soit dans le test sur le blog ou dans le comparateur. Ensuite, pour ce qui est d'un point de vue expérience, réception du colis, déballage, montage, je vais quand même vous faire un petit résumé, même si vous avez pu voir ça dans mon test et sur mon premier short que j'ai publié. La machine est livrée sur une palette qui pèse plus de 50 kg. Donc c'est déjà encombrant, sachant que là elle est encombrante mais elle n'est pas dans son gros carton. Donc il faut quand même prévoir de quoi pouvoir faire la manutention. Dans l'idéal il faut être deux. Je l'ai fait tout seul, c'est pas bien, c'est pas facile, elle est encombrante. Donc c'est pas simple de garder une bonne posture pour ne pas se blesser le dos ou même les adducteurs ou les jambes. Donc voilà, il faut prévoir quand même de quoi la transporter, la stocker, la déplacer. Et ensuite pour le déballage, c'est comme tous les déballages chez Bamboo Lab, le colis est bien conçu, c'est aussi bien protégé que simple à déballer et en plus de ça, on a des guides, que ce soit papier dans le carton sur le dessus, dans la notice de mise en route rapide ou sur le wiki de Bamboo Lab qui est très fourni, aussi bien d'un point de vue texte que guide vidéo pour ceux qui préfèrent les vidéos. Donc vraiment là-dessus, il n'y a pas de souci, c'est bien fait et c'est simple à déballer. Et en plus de ça, on a un packaging qui est quand même ultra complet, surtout dans cette version, je ne vous l'ai pas dit en introduction, c'est la H2C, mais c'est la H2C dans son pack Ultimate. Donc elle a des bus supplémentaires qui arrivent pour le Vortec, elle a 2 AMS2 Pro, et un AMS acheté. Le second, c'est moi qui me suis procuré, le second AMS acheté. Mais globalement, voilà, on est sur une machine qui est super complète. J'ai pris quelques options. Typiquement, j'ai la plaque Vision Encodeur. Je vous en parlerai puisque là, j'ai un print qui permet de stocker mes plaques. J'ai aussi une plaque lisse. C'est pas fourni par défaut. Par défaut, on a juste un lit en PEI texturé. C'est un des plus efficaces, mais pour ceux qui n'aiment pas forcément le côté texturé, il y a une plaque lisse. Et j'ai aussi donc une plaque lisse, j'en ai deux. Une plaque lisse pour les filaments basse température, PLA, PETG, TPU, et une plaque lisse pour les filaments plus haute température, la Engineering Plate, qui permet d'imprimer donc de l'ASA, de l'ABS, tout ce que vous voudrez, qui nécessite un lit à haute température. Et en parlant de lit, petit aparté, je vous ai mis les différents lits, les différentes fonctionnalités dans un comparatif dans le test sur le blog, donc n'hésitez pas à le lire encore une fois. Et pour ceux qui impriment principalement du PLA et des filaments basse température, il y a des plaques basse température, que ce soit chez Bamboo Lab, mais je sais que chez BQ, ils ont une meilleure réputation en termes d'accroche et de durabilité. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si ça vous intéresse d'avoir des plaques alternatives, qui soient lisses ou avec des motifs dessus. Mais tout ça, c'est indiqué sur le blog, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil si c'est un point qui vous intéresse. Donc c'en est tout pour le résumé packaging. Ensuite, le montage, il n'y a strictement rien à monter. La machine arrive prête à être utilisée. On a juste quelques vis à retirer et quelques blocs, que ce soit en mousse ou en plastique, qui viennent maintenir tous les éléments qui pourraient bouger et s'endommager pendant le transport. Tout est bien fléché sur la machine avec des petits autocollants et des flèches rouges. C'est également indiqué dans la notice de mise en route rapide et dans les vidéos sur le wiki. Donc n'hésitez pas à consulter tout ça en amont si jamais vous achetez la machine, comme ça vous serez prêt quand vous la recevrez et vous n'oublierez rien. Moi j'avais oublié, personne ne m'a fait la réflexion sur mon premier short, mais j'avais oublié un petit bout de mousse qu'on peut voir sur mes premières vidéos. Ça gênait pas, mais quand même voilà, faites attention, anticipez bien, lisez bien la doc et normalement tout devrait bien se passer. Pour lancer les premiers prints qui sont donc sur la carte SD de la machine, il suffit de venir brancher une petite clé de sécurité à l'arrière qui vient remplacer le bouton d'arrêt d'urgence pour la version laser, parce que c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, mais cette H2C, c'est comme la H2D, elle est déclinée en version laser. Donc il y a laser pour graver, découper, également un cutter pour couper, et même de quoi dessiner avec un stylo. C'est quelque chose que j'ai pas trop abordé sur la H2D, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse, et je trouve que la partie laser, à moins vraiment d'être contraint en termes de budget et de place, personnellement je trouve que c'est dommage d'aller, même si l'extraction est visiblement bien faite chez Bamboo Lab, c'est dommage d'aller salir l'intérieur de la machine. Je préfère personnellement utiliser des machines dédiées à côté pour ça. Bref, ça c'est libre à chacun et c'est bien quand même que Bamboo Lab propose ça pour ceux qui en ont besoin et qui surtout n'ont pas le choix. Donc une fois qu'on a mis cette petite clé de sécurité, qu'on a quand même raccordé un AMS, parce qu'il y a certains prints sur la mémoire intégrée à l'écran, enfin la machine, qui nécessite du multicolore, donc il faut au moins brancher un AMS, même si on pourrait mettre le support de bobine externe et faire tout simplement le bencher en une couleur. Moi j'ai directement mis un AMS et ensuite j'ai mis la machine sous tension, et là c'est vrai que l'écran a dû se mettre en veille, mais normalement la machine est allumée. À la première mise sous tension, on a un assistant de mise en route, encore une fois très intuitif, qu'on peut mettre en français avec des traductions qui sont bien faites, et il n'y a vraiment qu'à le suivre. Donc j'ai mis tous les détails encore une fois avec des photos sur le blog, donc vous pouvez voir à quoi ça ressemble. C'est également documenté chez Bamboo Lab, mais en gros on doit définir la région, accepter les conditions d'utilisation
connecter le Wi-Fi si on a envie de le connecter, participer au programme d'amélioration et faire les calibrations de base. Et ça dure quand même une petite demi-heure de configuration et mise en route. La configuration sur laquelle on doit faire quelque chose, c'est quelques minutes. Et ensuite, c'est la calibration qui va prendre une petite demi-heure. Et on peut lancer les premiers prints depuis la mémoire intégrée. Et moi, j'en ai fait que 2 ou 3. Non, j'en ai fait 3. Donc, je vous les montrerai d'un petit peu plus près. Mais il y a le petit panda donc en 2 couleurs, noir et blanc. Le fameux Benchy qui sort en 20 minutes avec la phase de calibration, donc c'est pas un hyper fast Benchy, même si je crois qu'il y a moins de 12 minutes d'impression. Donc voilà, on a un Benchy et surtout on a un petit Fidget Print in Place avec 1, 2, 3, 4, 5 couleurs. Donc là qui profite du Vortex. Donc je ne sais pas si je vous montrerai par la suite en face cam, c'est pas forcément facile et la qualité n'est pas forcément simple c'est pas forcément simple de se rendre compte de la qualité avec l'éclairage LED et la caméra, mais dans tous les cas de figure, toutes les impressions sont en photo sur le blog, donc vous pouvez aller voir à quoi ça ressemble et sans vous spoiler, la qualité est vraiment très très bonne. Et pour continuer dans l'ordre chronologique, après avoir imprimé les trois objets présents sur la carte mémoire que j'ai sélectionné parce que comme je vous le disais, il y en a d'autres, je suis passé à une étape de calibration supplémentaire. Donc on peut aller un petit peu plus loin quand on a le temps et l'envie dans la calibration, notamment avec un nivellement automatique du plateau à haute température, donc ça c'est bien pour les matériaux techniques. On peut aussi faire un étalonnage de précision du décalage des buses et de la caméra Live View, et pour finir un étalonnage de précision des mouvements grâce au plateau. Je vais quand même vous le montrer. Je vais enlever là ces 2 prints là que vous n'avez pas vu sur le blog, du coup il faudra que je vous montre. Voilà, on a ici une planche, une plaque avec des motifs qui permettent grâce à la caméra de déplacer les axes, et après il y a un algorithme de compensation qui vient vérifier que les mesures sont bonnes, et s'il y a besoin lors des déplacements, ça vient compenser tout ça. Donc ça c'est à refaire de temps en temps dans le temps. On a un topic sur le forum dédié à cette plaque et à comment la tester. C'est quand même très minime le gain de performance, en tout cas mesurable, quantifiable au pied à coulisses, et avec des pièces qui permettent de mesurer différentes dimensions. Donc voilà, encore une fois, si ça vous intéresse et si vous êtes pointu là-dessus, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le forum. Ensuite, pour les impressions suivantes, et là il faut passer par la case trancheur. Donc on peut passer sur l'ordinateur avec Bamboo Studio. On peut également passer sur le téléphone avec Bamboo Handy, et de toute façon après on a encore l'écran. Et ces 3 interfaces là, elles sont autant homogènes, c'est-à-dire que vous allez retrouver vos petits, que vous passiez par l'écran, par votre téléphone ou sur l'ordinateur, on s'y retrouve à chaque fois. Tout est logique, c'est intuitif, c'est bien pensé, et encore une fois c'est très bien documenté. On a des docks intégrés dans les trancheurs, que ce soit sur le téléphone ou sur le PC. On a des petites bulles qui nous indiquent ce que font les fonctions, et sur PC notamment, lorsqu'on clique dessus, on est renvoyé sur le wiki du constructeur au niveau du chapitre qui correspond à la fonction en question, et tout est très bien expliqué. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais sachez que si vous êtes un débutant, vous n'aurez aucun souci à appréhender la suite de logiciels proposés par Bamboo Lab. Et point important dans cet écosystème, on a la plateforme MakerWorld. Donc c'est le site sur lequel vous allez pouvoir retrouver tout un tas d'objets, partager les vôtres, partager les réglages, retrouver des objets prêts à imprimer sans avoir à effectuer aucun réglage directement depuis votre téléphone, mais également tout un tas d'autres outils qui vous permettront notamment de faire des tableaux comme ça de type UForge, de transformer des photos en 3D, de faire des porte-clés. Vraiment, c'est une plateforme qui permet de profiter au maximum de sa machine, et encore une fois, sans peiner et sans avoir forcément des connaissances très poussées dans le domaine. Donc voilà, MakerWorld, ça permet de retrouver tous les objets qui ont été imprimés ici proviennent de la plateforme MakerWorld. Je vais peut-être essayer quand même de passer en plus proche de la caméra pour vous en montrer quelques-uns et vous parler des différents filaments que j'ai pu imprimer. Donc évidemment, j'ai commencé par tout un tas d'objets en PLA. Je vais quand même vous montrer donc le fameux Fidget qui est complètement fonctionnel. On est parfait en termes de tolérance, et la qualité quand même est vraiment superbe, que ce soit la dernière couche ou donc la première couche texturée, et surtout voilà, on a les pièces à l'intérieur qui bougent sans aucun souci. Donc ça c'est une pièce imprimée donc en PLA. Voilà le Benchy quand même rapidement, parce que c'est important de voir qu'un Benchy rapide il peut avoir une très bonne qualité. Voilà, on a le petit panda, ce dragon que vous pourrez comparer au dragon imprimé dans le test de la Snapmaker U1. Donc la qualité est, je ne vais pas dire incroyable, mais elle est extrêmement bonne. La pièce est magnifique, je dirais qu'il n'y a aucun défaut. Voilà. Vous aurez tous les détails de durée, de purge, de filaments et autres, encore une fois, sur le blog. Vous retrouvez également donc, le
un petit torture test complètement fonctionnel. Hop, voilà, le grille-pain, voilà, tout est ok dessus. Là, on peut voir que la tolérance pour l'assemblage est nickel. Il n'y a vraiment rien à signaler, comme je vous le disais, la qualité est très bonne. En PLA aussi, là je vous montrerai plutôt en bougeant la caméra parce que c'est petit, ça va bouger. Oh, quoique je peux peut-être essayer. Mais voilà, j'ai fait une petite étagère là pour ma fille, pour son anniversaire. Chacune de ses copines en ont une. Il y a plein de petits objets, j'ai pas tout fini, mais voilà. En termes de qualité, même sur des très petites impressions, alors je vais pas dire que c'est aussi bien que de la résine. Mais là, si on regarde la bougie en bicolore, on est sur des pièces qui sont vraiment très belles. J'ai rien à dire d'un point de vue qualité, les pièces, je suis super content. Toujours en PLA, voilà. Alors là, vous auriez pu la faire, on peut la faire sans imprimante multicolore parce que ce sont des pièces, quoique non. Là, typiquement, on est sur une seule pièce imprimée avec plusieurs couleurs. Mais c'est voilà, une voiture que j'ai assemblée. Les roues sont en TPU, enfin les pneus juste, sachant que la jante est en PLA. Les roues tournent, voilà, c'est vraiment un superbe modèle. Vous avez les liens sur le blog et le designer en a fait plein d'autres. Si vous êtes un peu fan d'automobile, ça vous fera, vous pouvez vous faire plaisir. Mon fils adore. Et même type, c'est un autre designer, mais alors là on est sur des pièces sur une moto. C'est une moto qui existe en vrai, moto électrique, une Suron pour les connaisseurs. Et vous pouvez voir qu'on a un petit ressort ici de stylo qui fait que le bras oscillant à l'arrière est bien amorti et à l'avant c'est pareil, dans la fourche on a deux ressorts de stylo qui font que la fourche est fonctionnelle, donc ça c'est assez excellent. Le guidon, et on est sur vraiment, on a des petites pièces, vous voyez ici on a le compteur, là on a les freins, tout ça s'assemble, la tolérance est parfaite. Ici on a le réservoir qu'on peut soulever pour accéder à la batterie, donc là la moto est très réaliste et encore une fois la qualité est vraiment excellente. On a les roues qui tournent et on est sur un résultat qui est vraiment génial. Donc ça c'est une pièce par contre qu'on peut, enfin c'est un objet qu'on peut imprimer sans imprimante multicolore puisque ce sont différentes pièces de différentes couleurs, mais ça sort sans problème avec la H2C et on peut du coup mutualiser le plateau pour avoir plusieurs pièces en même temps. Je me remets un petit peu en plein cadre pour faire une petite pause sur toutes les impressions multicolores, même si c'est vrai que dans les autres matériaux j'ai fait d'autres impressions multicolores. Pour toutes les impressions multicolores que j'ai partagées sur le blog, j'ai fait un comparatif d'un point de vue slicer, donc trancheur, avec la H2D donc qui a deux buses et avec la H2S qui n'a qu'une seule buse, pour que vous puissiez vous rendre compte du gain que peut offrir le Vortec d'un point de vue durée d'impression et déchets de purge. Vous pouvez voir qu'en général, dès qu'on dépasse les 2 filaments, donc à partir de 3, 4 et encore plus, et plus on a de filaments, plus la différence est importante. Mais en moyenne, en général, on imprime 2 fois plus vite ce type d'objet avec la H2C que la H2D. Et par rapport à une machine simple bus, que ce soit une H2S, une P2S, tout ce que vous voudrez de chez Bambu Lab ou autre, on est parfois sur des ratios de 2, 3, 4, 5, voire 6 fois plus de temps, si c'est pas encore plus lorsqu'on est en simple bus. Donc clairement, on gagne beaucoup de temps, mais c'est pareil en déchets de purge. On est parfois sur des ratios qui peuvent, des multiplicateurs qui peuvent aller de 1 à 10, voire plus. Donc là-dessus, ça va vous permettre de vous rendre compte des économies que vous pouvez faire en termes de gâchis, mais également les gains de temps que vous pouvez obtenir. Et qui dit gain de temps dit moins de consommation électrique. Donc j'ai consigné toutes les infos dans des tableaux pour chacun des prints, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Donc là, ce que je vous ai montré juste avant, un petit peu en close-up, c'est les impressions en PLA, quelques-unes des impressions en PLA. Elles y sont pas toutes. N'hésitez pas à aller voir ma petite anecdote là sur le ballon qui n'est pas tout à fait réussi, mais qui est de très bonne qualité et qui a beaucoup de couleurs. Ensuite, après le PLA, ce que j'ai testé, c'est tout d'abord le TPU pour AMS, parce que si vous me suivez un petit peu sur la chaîne et sur le blog, vous savez que moi j'imprime beaucoup de TPU souples du 95A, principalement pour un usage en drone FPV. Et malheureusement, ce TPU très souple n'est pas compatible avec les AMS qui ont donc un moteur qui pousse le filament. Du coup, le filament se sort par endroits, se coince et bloque dans les extrudeurs. Il est trop souple, donc il n'est pas possible de l'utiliser dans les AMS. Bambu Lab fournit un TPU pour AMS, c'est un TPU dont j'ai plus le short en tête, mais on est sur un short qui dans l'échelle de dureté est considéré comme dur, donc c'est pas vraiment un filament souple. Et en plus de ça, le filament souple sur le wiki, en tout cas le 95A est plus souple, n'est pas compatible avec la buse de gauche. Donc c'est pas la buse Vortex, c'est la buse qui monte et qui descend lorsqu'on doit justement basculer de la buse Vortex à l'autre buse. Et c'est pareil sur la H2D. Donc le TPU très souple ne peut que s'imprimer sur la buse de droite et en passant en direct
par un autre tube PTFE, pas celui qui est avec les tampons, les buffers. Tout ça, c'est un peu technique, mais c'est expliqué dans l'article sur le blog. Et en plus de ça, si vous imprimez beaucoup de TPU souples, j'ai également partagé une petite modif que j'ai faite sur la machine avec un petit hub qui permet d'avoir 2 PTFE qui arrivent jusqu'à la buse. Pour ne pas avoir à connecter et déconnecter à chaque fois le PTFE d'origine, qui facilite grandement la vie si vous imprimez beaucoup avec du TPU ou en bobine externe. Donc bref, ça c'était pour la petite aparté. Et revenons donc au TPU pour AMS. Le TPU pour AMS, il ne précise pas si on peut l'utiliser dans les 2 buses, mais comme j'ai vu beaucoup d'exemples même de chez Bambu Lab en TPU pour AMS en multicouleur, je l'ai essayé de le mettre sur les 2 buses et j'ai eu aucun souci. Je vais vous montrer le print que j'ai fait avec, jusqu'à la fin où le filament a fini par ne plus sortir. Mais voilà, j'ai quand même fait donc du TPU pour AMS en multicolore sur une grosse pièce, ça va assez vite. La qualité est très très bonne aussi. Le TPU, généralement, on voit très peu les couches, donc elles fusionnent relativement bien entre elles. Sauf que voilà, j'ai eu un défaut d'entraînement du filament et même en le repoussant à la main, en essayant plusieurs fois, j'ai pas réussi à continuer le print, donc j'ai dû finir par l'arrêter. Et pourtant, juste après, j'ai tout enlevé le filament, j'ai pu imprimer sans souci sur les 2 buses avec du TPU pour AMS. Donc je sais pas ce qui s'est passé, donc voilà. C'est le seul et unique fail que j'ai eu avec durant un print avec la H2C. Et donc, pour vous montrer à quel point on n'est pas vraiment sur du souple, ça bouge légèrement, donc, évidemment, et donc il n'est pas dur, il n'est pas cassant comme un filament PLA ou autre filament dur, mais c'est vraiment pas très souple. C'est pas suffisamment souple pour mon usage en tout cas. Et sinon voilà, c'est un print in place articulé, il n'y a aucun problème de tolérance, l'espèce de vilain ours là est fonctionnel. Donc c'est le seul print que j'ai fait en TPU pour AMS parce que personnellement c'est pas un matériau que j'utilise, même si du coup là pour faire les tests j'avais quelques bobines que j'essaierai quand même d'utiliser pour en profiter et ne pas les gâcher. Mais moi globalement ce que j'imprime le plus c'est donc du TPU 95A, du TPU très souple pour faire des supports de caméra et des protections pour mes drones. Et donc comme je vous le disais, il faut l'utiliser uniquement dans la buse de droite en ayant le tube PTFE qui est connecté directement au filament, qui ne passe pas par le tampon à ressort qu'on a à l'arrière de la machine. Donc ça c'est pas forcément pratique, mais comme je vous le disais, il y a une petite alternative qui consiste à acheter un hub chez Bambu Lab ou en imprimer un, mais je trouve que la qualité, la friction est moins forte dans le hub de chez Bambu Lab. Donc j'ai préféré mettre un petit hub de chez Bambu Lab et ça permet donc d'avoir une bobine externe ou d'utiliser un AMS acheté, parce que l'AMS acheté, on a 2 sorties. On a la sortie donc ici, j'espère que vous la verrez, sinon encore une fois il y a des photos sur le blog et je vous en mettrai peut-être au montage si je m'aperçois que c'est pas assez lisible. On a la sortie ici pour laquelle le filament rentre, hop, juste là dans la petite entrée en céramique pour limiter l'usure, et ça c'est motorisé et ça vient pousser le filament. Le TPU n'est pas compatible là-dedans, donc le TPU il faut le faire sortir voilà en branchant le tube PTFE juste là sur le dessus. On a une petite trappe ici pour l'étanchéité qui permet de venir mettre un filament. Donc ça, la MSHT il peut se servir aussi de support de bobine externe, donc ça c'est pratique et c'est ce que je fais moi pour imprimer en TPU, je le mets dans la MSHT. Cet MSHT là, vous l'aurez remarqué, hop, il est surélevé par un print que j'ai fait en NASA pour éviter que la chaleur qui se dégage en dessous vienne trop chauffer ma planche à découper que j'ai dans mon atelier, et ça l'avait fait gondoler une fois. Ça m'est déjà arrivé d'en foire une parce que j'avais séché du filament dessus. Bon, c'était le driver de chez Sunlu qui monte à 110 degrés et ça avait flingué ma planche à découper. Bon bref, encore c'était juste pour vous montrer que j'ai fait un print accessoire pour la MSHT. Il y en a plein sur MakerWall comme je vous le disais. Ça me permet de vous dire aussi que j'ai oublié comment j'ai installé tout ça. J'ai les 2 AMS achetés moi qui sont de ce côté-là de la machine et les 2 AMS 2 Pro qui sont sur le dessus mais pas sur la plateforme en verre parce que déjà les 2 ne tiennent pas dessus. Il y a des adaptateurs pour ça mais moi je n'en ai pas imprimé parce que de toute façon j'ai pas la place. J'ai une étagère juste au-dessus de la machine, donc j'ai les 2 AMS posés sur le dessus et les tubes de PTFE font pile poil la bonne taille pour aller jusqu'à l'arrière, donc ça c'est nickel. Je vous ai montré mon installation sur le forum, je vous mettrai une petite photo ici en surimpression au montage si ça peut vous donner des idées. Mais voilà, c'est vrai, quand on achète la machine, elle est encombrante, il faut la place, elle est lourde, elle est assez profonde et également tous les accessoires qui vont avec, qu'il faut pouvoir stocker. Donc voilà, je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que je vois encore que la vidéo va être beaucoup plus longue que ce que je voulais faire. On a abordé donc le TPU pour AMS et donc je vais vous montrer quelques prints que j'ai fait en TPU 95A HF, donc haut débit, high flow de chez
de chez Bamboo Lab. Donc les premiers tout simples, ce sont, voilà, là, voilà, c'est vraiment du filament souple. Et en plus, le filament souple, il n'est pas cassant, on peut tirer, voilà. Donc là, on est sur des colliers de serrage, hop, réutilisables. Donc ça, c'est des petits prints pratiques dont je me sers pour ranger des câbles et autres dans mon garage. Et j'ai fait une balle. Donc la balle, la qualité est plutôt pas mauvaise. Il y a eu très peu de stringing. Voilà, il y a juste la partie qui est supportée, qui est de moins bonne qualité. J'aurais pu mettre des supports solubles ou des supports en un autre matériau comme du PLA, mais je ne l'ai pas fait. Et donc voilà, la balle, elle est vraiment souple, elle revient dans sa position, elle n'est pas cassante et celle-ci rebondit pas trop mal. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait en TPU HF, mais globalement, ça sort sans souci. La machine, de toute façon, j'ai testé toutes les machines de chez Bamboo Lab, en dehors de des séries P2, mais globalement, que ce soit les A1, les P1, la I5C, H2D, H2C, le TPU sort sans aucun souci, même en souple comme le 95A. Si on prend plus souple que du 95A, il faut carrément que ça arrive en direct sans PTFE parce qu'il y a trop de friction. Donc là, il faut vraiment une installation qui est un peu plus pénible. Pareil, il y a un membre sur le forum qui nous a partagé son installation. Il a même modélisé un support pour venir mettre sa bobine sur le dessus. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil à ce média. Je sais que aujourd'hui, dans l'air du temps, c'est les réseaux sociaux, Facebook, les groupes. Honnêtement, tous ces réseaux sociaux sont mal organisés, les informations, on s'y retrouve pas. Facebook, ça a de plus en plus délaissé, j'ai l'impression, même s'il y a quand même de très gros groupes. Donc n'hésitez pas à aller faire la démarche d'aller sur le forum. Vous y retrouvez que des makers et des gens qui partagent leurs expériences, qui demandent de l'aide, d'autres qui en apportent. Et tout ça, c'est bien organisé, c'est facile d'accès, c'est simple à consulter. On peut mettre ces sujets en favoris, faire des filtres pour ne suivre que certaines sections. Donc voilà, vraiment, faites l'effort d'aller acheter un œil au forum, c'est une super communauté et c'est une super plateforme. Donc ensuite, j'ai pas fait tout de suite de matériaux techniques, mais j'ai quand même fait un beau print multicolore en PETG, voilà, que je vous montre quand même rapidement, cette tortue articulée, vraiment de très bonne qualité. Et encore une fois, là, avec le nombre de filaments qu'on a, parce qu'on se rend pas compte, mais les yeux, c'est du transparent, PETG transparent, c'est pas le même marron qu'on a sur les taches et la carapace. Donc on a quand même 1, 2, 3, 4, là on est sur 5 couleurs si je ne me trompe pas, 5 couleurs, vous allez voir dans les tableaux que j'ai postés sur le blog que 5 couleurs, on a des grosses différences de temps d'impression et de déchets par rapport à une H2D et encore plus par rapport à une machine simple buse. Donc le PETG, aucun souci, la machine elle est fermée, tout chauffe suffisamment. Et j'en ai imprimé plein sur la H2D et la I5C et c'est un matériau qui sort sans souci, surtout si on prend de la marque Bamboo Lab en termes de filament. Donc le PETG, voilà. Et ensuite on peut aborder les matériaux techniques. Donc les matériaux techniques, la machine est parfaitement adaptée puisqu'elle est fermée, la chambre est chauffée, la température est régulée et en plus de ça, l'air est filtré. On a un triple filtre à l'arrière. De mémoire, c'est un filtre G3, un filtre EPA et ensuite un filtre à charbon. Donc normalement, ça neutralise une grosse partie des particules fines qui peuvent polluer l'air qui ressort de l'imprimante lorsqu'on imprime des matériaux entre guillemets toxiques. Je n'ai pas pu mesurer, j'ai pas les outils pour mesurer l'efficacité de ce filtre, mais il a le mérite d'être là et de toute façon on le voit clairement à l'odeur. Si j'ouvre la porte, ça sent très mauvais. À l'arrière, il n'y a qu'une légère odeur qui en ressort. Donc, ne serait-ce que pour l'odeur, voilà, la machine fermée et son filtre, c'est pratique. Donc, en guise de premier test pour ce matériau technique, j'ai pris du PC polycarbonate ABS. Donc, c'est un mélange de deux matériaux techniques et j'ai imprimé cette grande pièce donc, qui tient complètement en diagonale sur le plateau et qui prend quasiment toute la hauteur parce que voilà, là, on a le Z Max, ouais, quasiment en Z Max. Il n'y a eu aucun souci, c'est sorti sans problème et voilà, la qualité est vraiment très bonne. Normalement, c'est quelque chose qui vient se visser sous un plan de travail pour stocker ces plates. Voilà, donc là, comme je vous le disais, j'ai la vision encodeur et derrière, j'ai les deux plaques lisses, haute température et basse température pour le PLA. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même mis des petits patins là en caoutchouc que j'avais sous le coude pour venir éviter que ça glisse quand j'imprime, puisque le plastique contre plastique et la machine bouge beaucoup, ça peut bouger et faire des vibrations. Donc voilà, comme ça, moi je stocke là mes plates sur le dessus et elles sont directement accessibles rapidement et facilement. Je m'aperçois que j'ai oublié de mettre un print sur la table, donc je vais aller le chercher. Voilà, ce sont des bobines réutilisables. C'est un modèle que je trouvais vraiment bien fichu. J'ai essayé de vous montrer de près pour plusieurs raisons, parce que déjà il est léger, il n'utilise pas trop de filaments. À l'intérieur, on a une petite cale qui permet de bloquer et d'éviter que hop, je vais enlever la cale, voilà, la petite cale
qui permet d'éviter que ça vienne se déverrouiller pendant l'impression ou pendant la manipulation, et donc là on perd tout son filament, qu'en tout cas le filament se déroule. Également ici, je ne sais pas si on le voit, mais les trous sont en biseau, du coup l'insertion du filament est beaucoup plus simple pour le clipser lorsqu'on se sert plus de la bobine sans aller faire un 90 degrés et souvent casser le filament. Donc voilà, c'est un modèle qui est vraiment pas mal fichu, et en plus j'en ai imprimé quasiment je crois pas loin d'une dizaine, parce que j'avais pas mal, j'ai reçu pas mal de filaments avec la H2C et c'était du refil et je savais pas comment les utiliser parce que j'avais plus de bobine, donc j'en ai imprimé. Donc aucun souci, j'ai pu en imprimer plein, ça sort super bien, ça s'imprime super bien. Le PC ABS, pas de warping, pas de décollement, et pourtant j'en ai fait un paquet et les pièces sont quand même assez imposantes. Et ça fonctionne super bien. Maintenant, si c'était à refaire, entre-temps, on a Guy Louz, c'est un membre actif de la communauté Maker en France. Il est également présent sur le forum et il nous a partagé un modèle dont il s'est inspiré d'un autre, mais qui est vraiment bien pensé et bien fait et qui est encore mieux que celui-ci. Je pense notamment au fait que dedans, ici, on peut venir mettre des poids. Il y a aussi des fentes qui ont été prévues pour pouvoir repasser des scratchs et donc enlever une bobine déjà insérée dessus sans avoir à attendre qu'elle soit vide pour pouvoir remettre un refil neuf. Donc on peut passer d'un refil à l'autre. Enfin voilà, c'est un modèle qui est super pratique. Je l'ai mis dans le test sur le blog en plus, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Si vous voulez imprimer des bobines à refaire, n'hésitez pas à passer par là, par utiliser le modèle de Guy Louz. Et je m'aperçois aussi que je vous avais pas mis ce print là, mais je vous ai pas montré, après avoir fait les calibrations avancées, à quoi ressemble une première couche sur la H2D. J'ai jamais eu c'est la plus belle des premières couches que j'ai faites sur toutes les imprimantes 3D que j'ai pu tester. Voilà, il n'y a strictement aucun défaut. Le nivellement est parfait. Voilà, vous voyez, il n'y a pas de bus frotté. Voilà, la première couche est vraiment nickel. Donc encore une fois, tout ça pour dire que la machine imprime vraiment bien et on est quand même sur de la haute qualité, on est de la haute précision. Et dernier print en filament technique, c'est de l'ABS pur, à la demande d'un membre sur le forum qui m'avait dit: est-ce que tu peux refaire un Kickstarter test en ABS? Pareil, il faut que je vous le montre en face caméra. Je l'ai fait une première fois ABS Silver de chez Bamboo Lab, tout neuf, sorti de sa boîte. Alors je ne sais pas si on se rend bien compte à la caméra, mais déjà vous pouvez voir qu'on a du stringing, mais également les surfaces ne sont pas lisses, on a plein de petites bulles. Bon, après le reste, en termes de qualité, est pas mal, mais voilà, on se rend compte qu'elle est pas bonne, la qualité est pas bonne. Pourtant, il sortait vraiment de son emballage sous vide. Je l'ai séché, je sais plus combien de temps c'est pour l'ABS, mais j'ai mis le programme par défaut proposé par l'AMS et je l'ai refait. Et là, voilà, on a un très beau gris argent sans aucun défaut. Là, il n'y a aucune post-prod, hein, pas de pistolet à air chaud ou quoi. On n'a quasiment aucun stringing. Les pointes, celles qui sont cassées, c'est moi les manipulant. Vous verrez sur les photos, j'ai pris les photos avant de les casser, qu'elles y étaient. La qualité est vraiment nickel. Voilà, donc on sort quand même un Kickstarter test en ABS sans souci particulier. Mais là, j'ai été obligé de sécher le filament. Donc ça montre vraiment l'importance d'avoir un filament sec en fonction des types de filaments. Je sais que le TPU, je le sèche systématiquement avant de l'utiliser. L'ASA, c'est pareil. Donc c'est quand même super intéressant d'avoir des AMS, donc le HT ou le 2 Pro qui chauffent, d'autant plus que maintenant on peut même chauffer en imprimant. Alors pour le moment c'est valable que sur la H2D, j'ai mis le dernier firmware sur la H2C, mais j'ai pas eu l'occasion de tester, de voir si le menu était apparu. Mais on va pouvoir normalement à terme sécher en même temps qu'on imprime à moins haute température pour éviter que le filament ne soit trop fondu et se coince dans les conduits qui l'amènent jusqu'à la tête. Mais voilà, c'est pas mal de pouvoir chauffer et sécher ces filaments en fonction du type de filament qu'on utilise, même si globalement le PLA, j'avais fait des tests pour un des dryers de chez Sunlu, j'avais laissé une bobine dans ma douche, sachant qu'on est 4 à la maison, qu'on prend quand même au minimum 4 douches par jour, et au bout d'une semaine, le filament s'imprimait quasiment de la même qualité. Donc vraiment, ça dépend des filaments, encore une fois. Et d'ailleurs, ça me fait penser que bon, la chauffe, par contre, ça consomme un petit peu d'électricité. Et la H2D, la H2C aussi. Je vous ai fait des mesures en fonction des différents filaments. Vous avez les graphiques de conso récupérés de mon Home Assistant dans l'article sur le blog. Mais en gros, des tests que j'ai effectués, ça va de 90 centimes pour 24 heures d'impression. Donc ça, c'est sur du PLA. Dans un garage en hiver à 15 degrés, la pièce était à 15 degrés. Donc ça fait un gros delta quand même avec la chambre qui peut monter à 65 degrés, le lit à 120 et la buse à 350. Donc de 90 centimes pour 24 heures à plus de 2 € pour 24 heures lorsqu'on fait des filaments techniques comme le PC ABS.
Donc voilà, ça va vous permettre, en plus donc des tableaux que je vous ai présentés d'économie de temps et de gâchis de filament, bah, la conso, ça permet aussi pour ceux qui vendent leurs pièces imprimantes 3D, qui ont besoin d'avoir une certaine rentabilité et d'amortir la machine vite, bah, ce sont des données qui vont vous permettre de faire des calculs ou en tout cas d'extrapoler par rapport à vos conditions, type de filament, température de la pièce et j'en passe. Donc voilà, j'ai fait le tour des impressions. Maintenant, ce dont on peut parler, c'est est-ce qu'il y a besoin d'amélioration pour cette H2C. Donc comme sur toutes les imprimantes multicolores de chez Bambu Lab, ce qui est quand même pas mal et pratique, c'est d'avoir une poubelle pour filament. Donc j'ai repris celle que j'avais sur la H2D. Donc voilà, c'est un modèle qui est pas mal fichu. Donc cette pièce-là, elle s'imprime en séparé et en plus, elle se glisse sous la machine. Vraiment là il y a un trou, c'est fait pour aller sous le pied, donc ça c'est pratique. Et la poubelle pour la vider sans avoir à soulever la machine, voilà, elle vient, elle se glisse et elle tient toute seule. Donc j'ai partagé le modèle déjà dans l'article sur le blog et sur le forum. Sur le forum on a une discussion, un topic qui s'appelle les améliorations pour les Bambu Lab, où chacun partage des améliorations qu'il découvre, qu'il utilise et qui lui servent. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil encore une fois. Si vous avez une Bambu Lab, vous pourrez peut-être y trouver des pièces qui vous serviraient. Donc ça clairement c'est pas une véritable amélioration, c'est un accessoire et de toute façon c'est bien que Bambu Lab ne le fournisse pas, parce que en fonction du contexte et de comment est installée la machine, bah, peut-être il y en a qui vont vouloir avoir la poubelle d'un côté, les autres de l'autre, d'autres une plus petite et plus large. Donc voilà, comme ça chacun met la poubelle qu'il veut, mais c'est quand même plus pratique plutôt que d'avoir ces poubelles qui tombent par terre, même si pour le coup, comme vous avez pu le voir sur le blog, là je vous ai montré tous les purges, mais globalement pour tous ces prints là que j'ai fait, j'avais quasiment aucune petite crotte de filament à l'arrière. Donc ça c'est cool, mais c'est bien qu'elle tombe quand même dans la petite poubelle. Donc ça c'est la première amélioration. La seconde qui peut servir lorsque vous avez deux AMS et que vous voulez les mettre sur le dessus, bah, il y a des supports qui permettent de stocker les deux AMS côte à côte sur le dessus, de les surélever, d'avoir des tiroirs en dessous. Donc ça c'est une petite amélioration qui peut servir en fonction de l'installation chez soi. Une amélioration qui est pour moi impérative si on imprime beaucoup de TPU, c'est d'avoir donc le hub, que je vous mettrai des photos encore une fois là vite fait au montage je pense, mais tout est détaillé sur le blog et sur le forum, de comment avoir les deux PTFE qui arrivent à la buse de droite, donc pour pouvoir mettre le filament sans avoir à débrancher quoi que ce soit. On glisse son filament, on le retire, on passe de l'un à l'autre. Ça fait gagner un temps fou, c'est beaucoup plus pratique. Donc moi j'appelle ça le hub 2 en 1 vers la buse de droite, c'est pour moi impératif si vous faites du TPU. Ensuite, pour stocker l'historique de vos impressions et également vos timelapses, il vous faudra une clé USB. Dans l'idéal, une clé USB low profile, donc très petite, ce qui évitera de venir la heurter et la casser, voire casser le port USB à l'intérieur, ce qui serait beaucoup plus chiant que casser juste la clé USB, même si les clés USB de haute capacité c'est pas forcément donné. Mais voilà, donc n'hésitez pas à prévoir une petite clé USB de petite taille. Je vous ai mis différentes références sur le blog, donc voilà, si vous cherchez une référence qui fonctionne et qui est vraiment low profile, vous avez les liens peut-être dans la description de la vidéo, mais sur le blog en tout cas. Pour finir, si vous voulez gagner légèrement de temps d'impression, essayez de raccourcir au maximum les PTFE qui vont des AMS à la machine, dans la limite je crois des 60 cm minimum conseillé par Bambu Lab, c'est dans la doc donc il faut les lire. Mais voilà, vous pouvez raccourcir un petit peu les PTFE, parce que ce qui prend du temps dans une impression multicolore chez Bambu Lab, c'est l'AMS, c'est le fait que l'AMS avec son moteur, il doit aller pousser le filament jusqu'à la buse, quand on en change il doit le tirer et le ramener, et ce même lorsqu'on est sur la buse Vortec, puisqu'on a bien 6 buses mais on a un seul extruder, un seul PTFE qui va jusqu'aux AMS, et donc il faut à chaque fois tirer le filament, le repousser, et ça prend beaucoup de temps. Je vous ai mis les chiffres quand même sur le blog, mais on est sur une quarantaine de secondes pour changer de filament, et lorsqu'on a plusieurs dizaines, centaines, voire milliers de changements de filament sur les impressions, ce qui arrive, parce que quand on commence à taper dans les 24 couleurs et qu'on a 3 filaments par couche et qu'on a des centaines de couches, on arrive vraiment littéralement en centaines, voire milliers de changements, et sur une impression qui va durer 6 heures, on peut avoir 3 heures, la moitié du temps, où c'est du temps perdu, où l'imprimante elle tire, elle pousse ses filaments. Donc c'est un des défauts de la machine, on y reviendra un petit peu après, mais voilà, il faut le savoir qu'on peut gratter un petit peu là-dessus, mais ça ne changera pas la donne fondamentalement, mais en réduisant la longueur des PTFE. Mais globalement, c'est une machine qui ne nécessite pas de grosses améliorations, elle est très efficace dès sortie de boîte, et si vous voulez d'autres améliorations, comme je vous le disais, n'hésitez pas à aller jeter un œil au topic sur les forums qui les recense. Avant d'aborder la conclusion, il ne me reste plus que 2 points à aborder.
la concurrence de la H2C et pour qui est faite cette H2C. En termes de concurrence, on va avoir toutes les machines qui permettent de faire du multifilament, que ce soit 2 filaments ou plus. Donc on retrouve toutes les Bambu Lab, mais également je pense au Creality, la K2, la Plus 4 chez Quidy, et j'en oublie certainement d'autres. Je crois qu'il y a Lego maintenant avec la Centauri à son multicouleur. Donc bref, toutes les imprimantes 3D multicolores, mais surtout la Prusa XL et la Snapmaker U1 qui elles aussi se vantent de pouvoir faire, qui peuvent d'ailleurs, c'est pas se vendre, qui peuvent faire du multicouleur, multifilament sans déchets de purge de poupe, mais de purge de taux de purge, on en a toujours dans tous les cas de figure. Et alors la Prusa XL, elle propose 5 têtes indépendantes, ce qui fait qu'on a 5 filaments qui arrivent en même temps et l'imprimante va chercher la tête qui va bien avec son filament. Donc 5 têtes indépendantes et 4 chez la Snapmaker U1, mais c'est exactement le même fonctionnement. Et dans les deux cas de figure, eh ben, on n'a pas cette problématique de l'AMS de lenteur. Donc clairement, la Prusa XL et la Snapmaker U1 sont plus rapides dès lors qu'on est sur du 4 ou 5 filaments chez Prusa et pas plus, parce qu'elles sont donc du coup limitées en termes de filaments. J'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que la Prusa en tout cas à une chambre chauffante qui monte pas à 65 degrés mais à 55. Donc la H2C est aussi meilleure sur ce point là. Donc ça va vraiment dépendre des besoins, des usages. Est-ce que vous avez besoin de matériaux techniques? Est-ce que vous avez besoin de plus de 5 matériaux chez Prusa ou plus de 4 matériaux chez Snapmaker? Mais voilà, l'avantage de la H2C, mais aussi son inconvénient, c'est qu'elle est liée, elle est les pieds et mains liés au système AMS. Alors ce qui est bien, c'est que ça ne rend pas obsolète les AMS qu'on avait déjà sur les autres machines. Donc ça, c'est vraiment un gros point quand même de ne pas avoir d'obsolescence presque programmée chez Bambu Lab, même si ça aurait pu être cool d'avoir un nouveau système plus efficace et qui pour le coup ne se repose plus sur les AMS. Mais voilà, ces AMS ont un gros défaut, c'est la lenteur qu'on peut avoir à envoyer et retirer le filament du boîtier jusqu'à la tête d'impression. Donc voilà, en termes de concurrence, ça va être principalement Prusa XL et Snapmaker U1 si on cherche à faire plus de 2 couleurs. Et c'est un peu le but aussi, parce que de toute façon, si on ne fait pas plus de 2 couleurs, autant rester sur la H2D qui est un petit peu moins chère et qui offre un volume d'impression un petit peu plus grand chez Bambu Lab. Et en parlant de concurrence également, attention, il y a 3 points qui rentrent en compte. Pour moi, c'est la communauté, l'écosystème et le support. J'ai pas trop me prononcer sur les autres marques. Je sais que Prusa, ils n'ont rien à prouver à ce niveau-là. Snapmaker, je crois que c'est pas mal non plus. Mais Bambu Lab a une très grosse communauté. Ils ont un écosystème qui est vraiment bien fichu et aussi sympa à utiliser que simple et efficace. Et ils ont un support qui est pour moi très très bon. Selon les périodes, j'imagine qu'on peut avoir des délais un petit peu plus longs. On l'a vu sur le forum, il y a quelques retours d'expérience qui on parle en jours, hein, et des fois, en fonction de la difficulté du problème, les essais qu'ils font faire pour le debug font que ça peut prendre plus de temps. Mais moi, je vais vous parler d'un cas concret avec la H2C que j'ai partagé sur le forum encore une fois. C'est que j'ai cassé une petite pièce qui vient maintenir qui vient pas maintenir, mais qui sécurise le filament au niveau de la tête d'impression et qui permet de retirer ce filament. Je l'ai cassé en le manipulant bêtement pour insérer en force un TPU qui n'arrivait pas à être pris dans l'engrenage de l'extrudeur pour l'emmener à l'impression. J'ai forcé, j'ai tiré et il y a un système de ressort, ça a ripé et ma main, j'ai cassé la pièce. J'ai envoyé un mail, un message via Bamboo Enduit depuis mon téléphone, un message au support. Depuis le téléphone, c'est super pratique parce que du coup, il sait de quelle machine on parle. On a le numéro de série directement et si on veut, on peut même envoyer les logs de la machine en fonction du type de problème. Moi, j'avais pas besoin de log, j'ai cassé une pièce. Donc, j'ai dit que j'ai cassé la pièce, je ne l'ai pas trouvée dans la boutique. Comment je peux faire pour m'en sortir? Est-ce que je peux en racheter une ou quoi? Le lendemain, littéralement le lendemain, en moins de 12 heures, j'avais une réponse qui me disait voilà, donnez-moi la facture, quelques infos, votre adresse et on va vous envoyer votre pièce. Et 5 jours après, j'avais la pièce dans ma boîte aux lettres. Donc moi, de mon expérience, et le support est très très bon. Sur la H2D, j'ai eu un problème de feeder qui était mort sur un de mes AMS. Ils m'ont fait faire quelques tests croisés avec la doc, donc il y a un peu de démontage, de trucs à faire. Mais une fois qu'on a bien vu que la pièce était défectueuse, ils m'en ont renvoyé une et à chaque fois ils envoient la pièce, mais ils envoient également le lien qui va bien dans le wiki pour qu'on puisse le monter, la changer sans peine. Donc vraiment, c'est un point important à prendre en compte. Pour moi, le support chez Bambu Lab est très bon.
Et donc l'avant-dernier chapitre, c'est pour qui est faite cette machine. Alors déjà, typiquement, elle est faite pour ceux qui impriment régulièrement avec plus de 2 couleurs ou 2 filaments, parce que c'est pas forcément des couleurs, on peut avoir du filament de support ou des filaments de types différents si on est dans des températures qui vont bien. On peut mélanger sans problème du PLA avec du TPU par exemple. Par contre, on ne pourra pas faire du PLA avec de l'ASA. On peut aussi faire du PLA avec du PETG. Le PETG fait fait de très bons supports pour le PLA sans espace et qui permettent donc de faire des impressions dans le vide avec d'une très bonne qualité. Donc voilà, bon bref, on peut faire plein de filaments, mais si on ne fait que 2 filaments, autant se diriger vers la H2D qui est moins cher, je crois, dans l'ordre de 2 à 300 € en fonction des promos, et qui offre un volume d'impression légèrement supérieur et qui ne s'embête pas avec un système Vortex dont aujourd'hui on ne connaît pas spécialement la fiabilité dans le temps, même si j'ai très peu d'inquiétude à ce sujet-là par rapport à Bambu Lab. Donc voilà, déjà il faut avoir besoin d'imprimer plus de 2 filaments et aussi il faut s'accommoder des avantages quand même qu'ont l'AMS pour le stockage des bobines au sec et tout, et des inconvénients de lenteur. Surtout si vous n'avez pas besoin de faire plus de 4 filaments par exemple chez Snapmaker, la U1 sera peut-être très bien, et 5 chez Prusa si vous n'avez pas besoin de faire du filament technique ou en tout cas de filament qui nécessite d'avoir une enceinte chauffée à 65 degrés. Et ensuite elle s'adresse aussi à ceux qui pourront débourser, je crois que le prix d'entrée pour la Bambu Lab H2C dans sa version le pack le moins cher, c'est 2250 € au moment où je tourne cette vidéo. Donc c'est pas neutre. Et encore une fois, comme je vous le disais, j'ai mis pas mal de chiffres et d'infos sur le test sur le blog en termes de gâchis de filaments, de temps d'impression et également de consommation électrique qui vous permettent un petit peu de vous rendre compte à quel moment vous allez rentabiliser la machine si vous avez besoin de la rentabiliser en vendant des pièces, et également de comment vous allez, en combien de temps vous pouvez surtout rentabiliser l'écart de prix entre une H2C et une H2D, et ça va assez vite parce qu'il faut je crois une douzaine de kilos, et ça c'est au prix de filament PLA Bambu Lab, donc ça va dépendre aussi du type de filament et de la marque, mais en une douzaine de kilos passés, une douzaine de kilos économisés, sachant que j'ai des prints là dans les exemples que j'ai fait où j'ai économisé pas loin de 600 grammes d'impression par rapport à une H2D ou une imprimante simple buse. Donc voilà, vous avez toutes les infos encore une fois pour faire vos calculs et savoir si la H2C est intéressante. Mais en tout cas, si tous ces critères ne rentrent pas en compte, budget, rentabilité et autres, c'est une machine qui est clairement géniale à utiliser, un écosystème, des performances, une qualité d'impression et un support qui pour moi sont au top, et je reste clairement fan de Bambu Lab. J'ai aucune mauvaise surprise avec eux, et la H2C, ça va être ma daily machine, ma go-to machine, celle que je vais me servir à chaque fois que j'aurai besoin, celle dont je vais me servir à chaque fois que j'aurai besoin de faire une impression. Et ces derniers temps, elle a beaucoup servi, comme je disais, pour des projets perso, pour toutes les petites impressions minuscules que j'ai faites pour l'anniversaire de ma fille et donc de ses copines. Donc tout ce que je vous ai montré là, il n'y a même pas toutes les pièces, mais c'est en x7. Donc voilà, ça va vite, on gagne du temps, c'est efficace, on se prend pas la tête. Et j'en ai pas parlé, la MS aussi dans ses avantages. Moi, ce que j'aime bien, même si je fais pas forcément beaucoup d'impressions multicolores, c'est que là, j'ai mes 9-10 bobines qui sont prêtes à faire feu. Et si c'est pas du TPU que je dois insérer à la main, je suis depuis mon bureau dans mon salon, je lance mon impression et généralement j'ai des couleurs qui sont déjà prêtes et j'ai pas de manutention à faire. Donc c'est quand même super pratique. Mais par contre, comme je vous le disais, quand même point important, dans le pour qui, si vous avez besoin de faire du TPU multicouleur ou multi-shore, multi-type de TPU, oubliez la H2C, oubliez n'importe quelle machine Bambu Lab, elle ne pourra pas le faire. Et je pense que dans ce domaine, la meilleure aujourd'hui, enfin les meilleures, mais je dirais que j'ai vu beaucoup de beaux prints là-dessus, ce sont les machines type Prusa XL ou Snapmaker U1 qui permettent de mélanger, d'enchaîner les TPU de 4 ou 5 types différents ou couleurs différentes au sein d'un même print, et ça c'est plutôt cool. Voilà, moi c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir, qui me manque clairement chez Bambu Lab, mais c'est quelque chose dont je peux me passer parce que le reste dans la balance pèse plus lourd que mon besoin de TPU multicolore qui est juste design pour mes pièces de drone. Aujourd'hui, elles sont principalement noires. Si je pouvais mettre un petit logo pour avoir les couleurs de mon site de drone sur mes pièces, ça serait cool. Aujourd'hui, je peux pas et je m'en accommode, mais voilà, c'est un point important. Si c'est un critère pour vous, le TPU multicolore, oubliez les machines Bambu Lab. Donc voilà, pour la conclusion, je crois que vous l'aurez compris, je suis conquis par la H2C. L'expérience est géniale de A à Z. Il y a au delta près du TPU qui est quand même pas hyper bien géré.
bah, c'est une machine qui est super. Je vous invite à aller lire quand même les points positifs et les points négatifs que j'ai pu lister sur le blog. Je vous les mettrai peut-être en surimpression, mais je ne vais pas les relire ici, ça prendrait trop de temps. Et ce qui, moi, me gêne le plus, bah, comme je vous disais, c'est la gestion pénible du TPU et également bah, voilà, la contrainte de vitesse propre à l'AMS. Mais à côté de ça, il y a donc beaucoup d'autres avantages et c'est pour moi donc une machine que je ne peux que vous conseiller si vous avez le budget. Sur ce, avant de vous laisser, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et un commentaire. C'est vrai que je ne fais pas beaucoup de vidéos, mais clairement, ça me motive à en faire s'il y a un petit peu d'interaction. D'autant plus que là, je me suis encore cassé le dos à déplacer la machine tout seul dans la table dans mon salon pour faire la vidéo. Donc ça, c'est la première chose, mais surtout, ce qui est le plus important pour vous, bah, c'est d'aller lire le test complémentaire sur le blog, de passer également sur le forum où vous retrouverez une communauté gigantesque. Il y a vraiment beaucoup de monde et beaucoup de topics et beaucoup de messages postés chaque jour. Et surtout, vous pourrez trouver beaucoup d'informations pertinentes qui pourront vous conforter ou non dans votre choix de la Bambu Lab. On a typiquement une rubrique qui est dédiée au choix de la machine où chacun va pouvoir donner ses arguments et conseiller des machines en fonction du besoin exprimé par la personne. Donc vraiment, n'hésitez pas à passer sur le forum, j'ai aucun doute que vous y plairez. Et également, allez jeter un œil au comparateur, vous aurez toutes les informations techniques de la machine, mais également les prix des différents revendeurs, même si c'est vrai que parfois il y a un avantage à commander en France. J'ai envie de dire qu'en termes de support et de délai, commander directement chez Bambu Lab, c'est pas une mauvaise chose. Les prix sont généralement parmi les plus bas. Il faut juste tenir compte que on est sur des frais de port qui avoisinent, je crois, de mémoire les 100 € quand même sur ces grosses machines lourdes. Donc voilà, ça rajoute ça au prix quand même qui est déjà assez élevé de base. Mais voilà, je n'ai pas grand chose de plus à vous dire. Pour moi, la Bambu Lab H2C, elle est géniale. J'ai trouvé le système Vortec presque magique. La cinématique, c'est du Bambu Lab, ça va vite, c'est beau à voir, ça a l'air fiable. En tout cas, c'est efficace là sur le recul que j'ai de 200 heures d'impression. Donc clairement, voilà, vous pouvez foncer. Si vous avez environ 2500 € à mettre dans une imprimante 3D, pour moi, la Bambu Lab H2C, elle est vraiment excellente. Mais prenez le temps quand même de bien vous renseigner, de regarder ce que proposent les autres machines, de lire les tests qu'on a fait sur le blog. On teste quasiment toutes les machines du marché et je pense notamment à la Prusa XL et la Snapmaker U1 qui sont les concurrentes directes de cette H2C de chez Bambu Lab. On les a testées aussi, on a des tests complets sur le blog. Donc voilà. Faites votre propre choix, vous avez mon avis, vous avez les infos que j'ai pu vous donner, j'espère que ça vous aura servi. Et sur ce, je vous dis à bientôt sur la chaîne, mais surtout sur le blog où je pense que je publie quand même plus rapidement que sur la chaîne. C'était Motard Geek pour le site lesimprimantes3d.fr.